Notre invitée Roselyne Bachelot, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Ministre de la Culture. Covid-19, je cite Jean Castex, nous ne devons pas baisser la garde. Nous sommes sur un plateau. Je cite Olivier Véran, nous ne sommes pas sortis de la deuxième vague. La stratégie du déconfinement est donc adaptée à partir du 15, couvre-feu. Je rappelle, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, à partir du 15, couvre-feu, 20h, 6h du matin, y compris le 31 décembre, sauf le 24. Les territoires ultramarins n'ont pas droit à ce couvre-feu, les chanceux. Attestation nécessaire pour se déplacer entre 20h et 6h, déplacement interdit sans motif exceptionnel, déplacement entre régions autorisé. Les établissements culturels ne rouvriront pas le 15 décembre, pas de cinéma, pas de théâtre, pas de musée et autres lieux de culture. Fermeture jusqu'à quand, Roselyne Bachelot? Alors d'abord je veux dire que c'est un crève-cœur. Je crois que c'est un crève-cœur pour le milieu de la culture, c'est un crève-cœur pour la ministre de la Culture. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas opéré cette ouverture que nous pensions possible le 15 ? On avait prévenu qu'il fallait que les chiffres, on avait fixé un palier à 5000 contaminations journalières pour pouvoir envisager cette réouverture. En fait, la situation sanitaire s'est beaucoup dégradée. Nous sommes au-dessus de 14 000 contaminations journalières, c'est-à-dire le triple de ce que nous espérions pour pouvoir réouvrir. La situation est pareille, d'ailleurs est identique partout en Europe. Oui, elle est pire en Allemagne. Elle est même pire en Allemagne, mais enfin c'est une faible consolation. Mais c'est pour dire que tout ça, la situation sanitaire est extrêmement grave. Ça, c'est le premier point de diagnostic. Avec quand même moins de réanimation. C'est vrai, c'est vrai. Nous avons atteint le chiffre attendu en matière de réanimation, et d'occupation. Ça, c'est vrai, il y a des éléments positifs, des éléments plus inquiétants. Qu'est-ce qui fait que nous ne rouvrons pas, pardon. Oui, rouvrons pas. Bon, on peut dire les deux, j'ai vérifié. Ah bon, réouvrir ou rouvrir. Bon, en tout cas, au 15, comme cela avait été annoncé si les conditions sanitaires avaient été bonnes, c'est que nous allons traverser une épreuve. L'épreuve, ça va être l'épreuve des fêtes de fin d'année, avec énormément de mouvements de population, de contacts familiaux, et ce qui serait terrible pour le monde de la culture, c'est ce qu'en bon français on appelle le stop and go. Ce que l'on fait déjà. Malheureusement. Alors c'est justement réouvrir le 15 avec toutes les difficultés de la réouverture de la billetterie, du reconditionnement des salles, des répétitions, etc. pour éventuellement refermer les salles de spectacle et de cinéma le 2, le 3 ou le 7 janvier. Je crois que là, on assassinait la culture si on avait fait cela. Donc, c'est la raison qui nous a amené à retarder de 3 semaines cette possibilité de réenvisager. Alors, 3 semaines, ça veut dire que la réouverture est prévue pour quand ? Jean-Jacques Bourdin, je ne vais pas vous donner une date, puisque justement, on va continuer. A parlé du 7 janvier. Alors, c'est une clause de revoyure. Ah. Donc c'est pas une date, on est bien d'accord, une date de réouverture. C'est pas une date de réouverture, il faut constater la situation sanitaire. Imaginez qu'il y ait une flambée épidémique considérable que nous constaterons après les fêtes, si on a, je ne veux pas dire déconner. Je sentais que vous aviez envie de le dire. Si on a dérapé, pardon, ça ne suscite pas d'ailleurs le sourire ou le rire, mais pardon de l'avoir même grimacé derrière mon masque. Si la situation sanitaire est catastrophique, nous allons constater, parce que le 7 janvier, c'est à peu près une semaine après les fêtes, on verra l'impact de la pandémie. Donc on fera le point, si j'ai bien compris, les lieux de culture ne rouvriront pas le 7 janvier. On est bien d'accord. Revoyure le 7 janvier. Voilà, revoyure le 7 janvier. Revoyure le 7 janvier, peut-être ouverture comme les restaurants le 20 ou peut-être, je ne sais pas. Non, mais pourquoi pas dans la semaine qui suit, si vraiment on a des bons chiffres. Pourquoi pas la semaine qui suit le 7 janvier. Les conservatoires, les écoles de danse, de musique, fermées aussi. Oui, voilà. Oui. Fermées aussi, parce qu'on n'a pas parlé hier. Exactement. Le Premier ministre n'a pas parlé. Bien difficile à vivre dans le monde de la culture. J'ai vu les réactions. Enfin, vous les connaissez. Vous avez dû recevoir une quantité astronomique de coups de téléphone. Les amis, j'ai passé la nuit au téléphone à expliquer, à dire que
à dire, Jean-Jacques Bourdin, qu'on va être là pour les accompagner. Je sais bien que l'argent, pour un artiste, ça n'est pas tout. Et que c'est une souffrance incroyable de ne pas pouvoir chanter en public, de ne pas pouvoir... Surtout que tout le monde s'était préparé à retrouver la scène. Mais attendez, et à rouvrir les salles de cinéma. Si mon agenda était rempli de spectacles pour aller soutenir tous ces artistes. Mais alors, il faut les aider à surmonter, cette crise. On a déjà... sur le monde de la culture, fait 7,5 milliards d'euros d'aide, ce qui est tout à fait considérable. J'avais obtenu un certain nombre d'enveloppes budgétaires pour accompagner le confinement et la fermeture jusqu'au 15. J'ai dit au Premier ministre que j'avais besoin de 35 millions d'euros supplémentaires pour faire la fin de l'année dans les cinémas, dans les théâtres, et je sais que je les obtiendrai. Donc vous allez obtenez 35 millions d'euros supplémentaires pour aider... pour permettre... tous les lieux de culture qui souffrent. Cinéma, théâtre, lieux de concert, lieux d'opéra, à la fois... Alors, bien entendu, tous ces secteurs auront droit aux mesures globales et transversales, chômage partiel, aide du fonds d'urgence, aide au loyer, etc. Mais en plus, la culture a des spécificités parce que il y a ces problèmes de billetterie, il y a les artistes auteurs, vous savez ce qu'il y a dans la culture, c'est que c'est un monde très divers. Il y a aussi des gens, il y a des intermittents du spectacle qui se demandent, on va protéger leurs droits. Certains sont sortis du chômage partiel et ne sont pas indemnisés. Donc, ils se sont remis à travailler. Que vont-ils devenir, ceux-là? Ils vont retrouver le chômage partiel? On va faire du cousu humain. On ne laissera tomber personne dans le monde de la culture. Alors, c'est quelquefois compliqué parce qu'il y a aussi des gens dans la culture qui se situent dans les zones grises. Vous savez, il y a des gens qui sont payés au pourboire, qui sont payés au chapeau. Il faut tous les aider. Et c'est ce que je fais. C'est ce que vous faites? Oui. Vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes en colère? Dites-moi. Ma colère, elle serait contre le coronavirus. Ma colère, elle n'est pas contre le gouvernement, elle n'est pas contre Jean Castex qui... Mais non, mais certainement pas. Moi, je suis d'accord avec Jean Castex. Il n'y a pas d'injustice, là. Mais il n'y a pas d'injustice, il y a au contraire. Croyez-vous, Jean-Jacques Bourdin, qu'on fait ça pour notre plaisir? Parce qu'on serait fous. Est-ce qu'on le fait pour fouetter les Français? On le fait pour les protéger? Bien sûr. Pourquoi est-ce que vous n'étiez pas hier auprès de Jean Castex? Il y avait un point sanitaire et d'ordre public où il y avait Jean Castex, Olivier Véran et le ministre de l'Intérieur. Oui. Les ministres... Vous étiez très concerné hier, tout de même. Bien sûr, mais c'est pour ça que je suis chez vous ce matin. Et les ministres thématiques n'étaient pas là, c'est-à-dire Bruno Le Maire qui s'occupe des hôteliers, restaurateurs, Jean-Michel Blanquer, le ministre des Sports. Les sports sont touchés par la situation pandémique. Madame Borne n'était pas là. Donc nous sommes maintenant... On a fait le point sur la situation sanitaire. Maintenant, les ministres en charge sont en train de monter les plans d'aide, de continuer les plans d'aide, de les adapter à cette situation. Non, mais les stades sont vides. Ne cherchons pas des polémiques là où il n'y en a pas. Là où il n'y en a pas. Bien, Roselyne Bachelot, les stades sont vides. Les stades sont vides. Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que les théâtres seraient pleins? Pardon, mais je fais la comparaison. Vous avez été ministre des Sports. Alors, ce que je veux dire, c'est que il est Quelle est la différence? D'abord, il y en a un qui est en plein air, puis il y en a... justement, en plein air, c'est moins dangereux qu'une salle fermée. Je ne suis pas ministre des Sports. Ce que je sais, c'est que les salles de spectacle ne sont pas des lieux dangereux. Et les stades non plus. Et que on est avec des consignes sanitaires, moi je salue les professionnels, on est sur des consignes sanitaires qui permettent que le lieu de culture en lui-même n'est pas dangereux. Ce qui est un problème, c'est le brassage de population qui se fait autour de cela. Et dans la situation sanitaire qui est la nôtre, qui n'est pas bonne, qui est même mauvaise, il faut éviter, limiter au maximum les brassages de population. Je note d'ailleurs, Jean-Jacques Bourdin, que les lieux de culture sont fermés partout en Europe. Ils sont fermés en Allemagne, ils sont fermés en Autriche, ils sont fermés en Irlande, ils sont fermés en Espagne, ils sont fermés en Italie. Parce que le même diagnostic aboutit à la même politique de prévention. Bien,
je lisais ou j'écoutais Mathieu Kassovitz. Je vous cite Mathieu Kassovitz. Je trouve intéressant que les politiciens fassent l'inverse de ce que veut la population. Ils sont obligés de le faire parce qu'ils nous protègent et c'est leur travail. Voilà ce qu'il a dit. Et il a ajouté, les salles de cinéma ne sont absolument pas essentielles dans la situation dans laquelle on est. Moi, je ne veux pas rentrer dans le débat Bon. essentiel, pas essentiel. Ça n'a pas de sens. La culture est essentielle. Mais on peut, pour des raisons sanitaires, faire en sorte de se protéger pendant quelques semaines. Qu'est-ce qu'on a fait? On a retardé la réouverture des salles de cinéma et des salles de théâtre. Mais la culture, elle continue. La création, elle continue. La culture va pas mourir, heureusement. Il y a des gens qui écrivent, qui lisent. On lit les derniers prix littéraires. On fait des captations de spectacles dans les théâtres subventionnés qui passent à la télévision. Il y a tout un monde culturel qui vit, qui bouillonne. Les artistes auront le droit. J'ai veillé à ce que les tournages puissent continuer, à ce qu'on puisse faire des captations, à ce qu'on puisse faire des répétitions. Le monde de la culture, il a une résilience. La création, même dans les pires moments, elle ne s'arrête pas, bien entendu. Et 60% des Français sont favorables à la fermeture des théâtres. Oui. J'ai lu ça. Vous avez vu cette enquête? Vous comprenez cela? Oui, les Français se disent qu'ils sont menacés dans leur santé. La culture fait vivre, mais les politiques de prévention empêchent de mourir. Roselyne Bachelot, il y a 11 ans, vous étiez ministre de la Santé. Je me souviens très très bien, vous étiez souvent avec moi, je vous interviewais. Vous faisiez face à la grippe, la fameuse grippe H1N1, virus contagieux qui se transmettait de l'homme à l'homme, exactement de la même manière. Bien, vous avez commandé des dizaines de millions de doses de vaccins, de masques. On se souvient de la polémique, je ne vais pas revenir là-dessus. Mercredi dernier, juste après le Conseil des ministres, un petit groupe se forme autour de Jean Castex. Vous allez me dire si je dis des bêtises. Il y a là Olivier Véran, il y a Bruno Le Maire, il y a Gérald Darmanin, Gabriel Attal et vous. Et le débat s'ouvre. Faut-il que le gouvernement se fasse vacciner dès le début en public? Et là, vous intervenez, vous dites non. C'est vrai ou pas? Écoutez, moi je pense qu'il faut se faire vacciner. Alors, oui. Je me suis fait vacciner en public. Voilà, si je vous parle de ça, c'est parce que je me souviens de ça. Je me souviens, vous étiez fait vacciner en public. Alors, ce qui est incroyable, et c'est très intéressant, c'est que je me fais vacciner en public en me disant que la ministre de la Santé de l'époque se fasse vacciner est un élément de confiance dans la vaccination. Eh bien, il y a tout des réseaux complotistes qui ont avancé que je m'étais fait vacciner avec du sérum physiologique. Et que, en fait, il n'y avait pas la substance active dans l'injection. Alors, je pense que... Donc, vous avez recommandé au gouvernement de ne pas faire la même chose? Peut-être. Oui, pas peut-être, mais sûrement... Moi, ce que je recommande, en tout cas, c'est de se faire vacciner. Et je me ferai vacciner. Enfin, si je suis dans le public prioritaire, je ne demande pas de passe-droit. À votre tour. À mon tour, je me ferai vacciner au moment. Vous vous ferez vacciner sans aucun souci? Non. Sans aucune inquiétude? Bien sûr, parce que... Non, mais Jean-Jacques Bourdin, il faut bien comprendre que dans une vaccination, il y a une démarche... Vous êtes pharmacienne, je le rappelle. Docteur en pharmacie. Pardon, excusez-moi, docteur en pharmacie. Dans une vaccination, il y a un aspect individuel de protection et il y a un aspect populationnel. C'est-à-dire que la vaccination, elle protège soi et elle protège les autres. Et il faut toujours avancer sur ces deux jambes dans la vaccination. Donc moi, ministre, j'ai une responsabilité non seulement individuelle de me protéger, mais une responsabilité collective. Je me ferai donc vacciner. Moi, je me souviens, H1N1, je me souviens, vous aviez fait vacciner en priorité le personnel soignant. On devrait faire la même chose, non? Le personnel soignant, c'est un lieu de contamination. Et qu'on a besoin du personnel soignant. Est-ce qu'on devrait faire la même chose? Écoutez, alors... J'ai écrit un certain nombre de textes sur mes expériences de H1N1. Et j'ai dit une chose, c'est qu'aucune épidémie ne ressemble à une autre. Et que tirer des leçons, parce qu'on a géré une épidémie, tirer des leçons et donner des leçons à Olivier Véran, pardon Jean-Jacques Bourdin, je ne le ferai pas. Bien. Est-ce que le musée d'Orsay à Paris sera rebaptisé musée Valéry Giscard d'Estaing? Il faut que le nom de Valéry Giscard d'Estaing soit
magnifié d'une façon ou d'une autre. Et moi, je pense que ça peut être d'accoler son nom, ça peut être de baptiser l'esplanade qui qualifie l'adresse du musée d'Orsay, ça peut être de baptiser la grande nef du musée d'Orsay de son nom. Moi, je pense qu'il faut rentrer en dialogue, avec la mairie de Paris, avec Anne Hidalgo, avec Laurence Descartes, la patronne du musée d'Orsay, pour voir la meilleure façon de rendre hommage. Quelle est votre idée ? Moi, pour l'instant, je souhaite recueillir l'avis de Anne Hidalgo et de Laurence Descartes pour affermir ma position. Mais il y aura un lieu dédié. Il y aura le nom de Valéry Giscard d'Estaing sera d'une façon ou d'une autre accolé, magnifié dans le cadre du musée d'Orsay. Je pense qu'on peut y réfléchir un petit peu. On a mis 10 ans à baptiser le musée du Quai Branly Jacques Chirac. On peut attendre quelques mois pour décider pour Valéry Giscard d'Estaing. Bien. À propos de noms de rues, de places, de statues érigées, il y a cette idée d'Emmanuel Macron, qui était interviewé par Brut il y a une semaine, de donner certains noms de places, de rues, nouvelles places, à des personnalités noires ou arabes. Vous avez vu ça ? Oui, il aurait dû rajouter les femmes aussi. Oui, parce que oui, vous avez entièrement raison, je n'ai pas vu de femmes. Oui. Parce que finalement, quand on regarde les noms des rues à Paris, le nombre de rues dédiées à des femmes, non mais qui est dans cette fonction mémorielle, qui est le baptême des noms de rue des personnes issues de la diversité et des femmes, et pourquoi pas des femmes issues de la diversité, je n'y verrais que des avantages. Oui, du séparatisme, du racialisme, dit Marine Le Pen. Je commande pas. Vous commentez pas? Non, c'est pas digne. Bon, d'accord. Mila exclue de son lycée militaire, vous avez vu ça? Non? Vous avez suivi l'affaire de la jeune? Bien sûr, j'ai suivi cette affaire qui est absolument épouvantable sur le déchaînement du harcèlement en ligne, la destruction que cela peut provoquer chez des personnes. Évidemment, on évoque la mémoire de Samuel Paty aussi. Oui. C'est abominable. Oui. Et je voudrais terminer avec cette étude publiée par l'Association des journalistes, lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes. Les grosses têtes véhiculent des propos et clichés discriminatoires. Vous y avez participé, c'est vrai? C'est vrai ou pas? Participé. C'est une émission de divertissement. Moi, j'ai beaucoup ri aux grosses têtes et je continue de rire aux grosses têtes. Oui. Et je continuerai de rire aux grosses têtes. Oui, donc il n'y a pas de... Pour vous, il n'y a rien de choquant, rien de... dans ce qui est dit. Il n'y a pas mort d'homme et il n'y a pas mort de femme. Il n'y a pas mort d'homme et il n'y a pas mort de femme. Vous êtes bien au ministère de la Culture, Roselyne Bachelot? J'ai pas de question piège, je vous demande ça comme ça. Je ne me pose pas la question d'être bien. Oui. Je me pose la question, est-ce que je suis utile au ministère de la Culture? Est-ce que vous êtes utile en ce moment? Oui, je suis utile en ce moment. Et pourquoi? Parce que je me bats pour la culture, parce qu'il n'y a rien de plus important pour moi. Parce que certains disent qu'elle n'est plus entendue. Le Premier ministre ne l'écoute plus. Mais bien sûr... Comment ça, le Premier ministre m'écoute? Il ferait beau voir qu'il ne m'écoute pas. Bien sûr qu'il m'écoute. Quand j'obtiens des arbitrages budgétaires comme ceux que j'obtiens, il m'écoute. Et bien entendu, mais moi je l'écoute aussi. J'écoute aussi ce que disent les médecins, les épidémiologistes. Enfin, je suis une citoyenne. Je comprends les aléas, les difficultés du temps. Et j'adapte ma politique de façon construite, efficace à cette nouvelle donne épidémiologique. On traverse une épreuve. Est-ce que je vais être campé rue de Valois sous les ordres de mon ministère en disant tout pour ma pomme? Non, je me bats. Merci Roselyne Bachelot d'être venue nous voir ce matin, RMC et BFM TV, il est 8h53.